Les assauts se succèdent de part et d'autre. Des portions de terrain sur les hauteurs sont prises, perdues et reprises. Les hommes, galvanisés par les résultats de leur action, s'engagent de plus belle. Il s'agit pour eux de vaincre ou mourir. Nous avons pu tenir ainsi 2 jours consécutifs à l'abri de maigres couverts. Au cours d'un de nos mouvements, nous sommes surpris à découvert sur un terrain pratiquement nu, un véritable glacis. C'est là que nous allons subir le maximum de pertes. L'ennemi, fort de ses moyens d'observation et de reconnaissance, nous attend de pied ferme. Nous avons employé dès le début des affrontements la tactique qui consiste à coller au maximum aux troupes ennemies, selon les ordres de Youssef Latrache, de manière à éviter le plus possible les frappes aériennes et celles de l'artillerie. À 3 heures, des éclaireurs viennent m'informer que les troupes adverses sont positionnées de l'autre côté de l'Oued, à l'affût. Je décide alors de mener mes hommes sur une crête nommée El Hamri. Il fait déjà jour quand nous prenons nos positions. Youssef Latrache, Atman et le vieux Aïssa nous rejoignent. Latrache s'adresse aux Moudjahidines pour les informer que les membres du commandement n'ont pas encore franchi la ligne fortifiée et qu'il prend le commandement. Nous décidons alors de nous étendre sur une grande surface divisée en petits groupes et de coller à l'ennemi pour mieux nous défendre. Je répartis ma compagnie, ou du moins ce qu'il en reste, en 4 éléments, dont un commandé par Al-Hadi Dellal, un autre dirigé par Amara Saleh dit Al-Annabi, un 3e avec à sa tête Ahmed dont je n'ai pas retenu le nom de famille, et enfin un 4e sous mes ordres. Pendant les 2 jours qui suivront, Youssef Latrache continue à progresser tout en livrant bataille. Quant à nous, soumis à des attaques aériennes de plus grande intensité malgré les pertes d'un certain nombre d'appareils ennemis, nous voyons de temps à autre des avions s'écraser à travers les panaches de fumée qu'ils laissent derrière eux. Nous profitons de la nuit pour quitter nos positions dès la fin de la 3e journée afin de nous diriger vers le pic d'une montagne appelée Kef el-Mskhta. Au 5e jour, Youssef Latrache, en utilisant son poste de transmission à NGR C9 pour demander une diversion de l'autre côté du barrage, est repéré. C'est dans l'après-midi de ce 5e jour qu'il succombera en véritable héros sous les tirs de l'aviation. Les fantassins ennemis n'osant pas attaquer de front sa position. Le 6e jour, je me rends sur les lieux où sont morts Latrache et ses hommes. Nous récupérons des blessés et donnons une sépulture aux Moudjahidines morts sur le champ de bataille. Le combat va reprendre quelques heures plus tard. L'ennemi tente de nous encercler, mais nous arrivons à déjouer l'encerclement, à changer de position et à installer nos blessés dans l'abri relatif d'un oued. Le 3 mai exactement, nous sentons la bataille s'éteindre peu à peu et l'éthos desserré. L'ennemi, également épuisé, avait replié ses gros moyens. Lorsque nous commençons à rassembler nos hommes, nous nous apercevons que nous sommes dispersés à tel point que nous retrouvons nos hommes par groupes de 10 à 15. Seuls quelques hélicoptères et avions de reconnaissance survolent encore la zone des combats au soir du 3 mai. Nous avons soigné les blessés avec les moyens à notre disposition. Ils étaient au nombre de 140. Nous les avons installés dans des casemates creusées durant les moments de répit. Je crois que nous avons fait de nombreuses victimes au regard de l'important armement que nous avons récupéré. Nous en détruirons une bonne partie à défaut de pouvoir tout transporter. L'ennemi a fait très peu de prisonniers. Les hommes de la LN se battaient et mouraient plutôt que de se laisser prendre vivants. Nos pertes ont été importantes, à peu près 600 hommes tués parce que nous avons combattu en terrain presque découvert contre un ennemi en surnombre bien préparé et suréquipé. Sur les effectifs initiaux des 3 katibas constituant le bataillon, il y aura moins de 3 sections survivantes. Celle venant de la zone 2 restera sur place pour marquer la présence de l'ALN jusqu'à ce qu'elle reçoive l'ordre de réintégrer sa zone d'avant la création du 4e bataillon. Une section de la Wilaya 3 sur les 3 qui avaient franchi le barrage pourra rejoindre l'Akfado, PC d'Ameroche, après avoir parcouru des centaines de kilomètres en terrain hostile. À peine 2 tiers de la compagnie de la Wilaya 2 survivront et rejoindront leur lieu d'affectation. Une quinzaine de jours après la bataille, cette unité réussira à abattre l'hélicoptère à bord duquel se trouvait le colonel Jean-Pierre. Les hommes qui ont combattu et qui sont morts à Al-Mu'adjin venaient de partout. Kabyles du Djordjara, Chewiya de Lorès, Nmemcha de Tbissa, Oranais, citadins de Soukaras ou d'ailleurs. Déracinés des bidonvilles, jeunes gens issus de riches lignées, bourgeoises, soldats, sous-officiers et officiers venus des casernes ou des écoles militaires françaises. Ils se sont rejoints, tenus par la main et ont combattu ensemble, épaule contre épaule. Ils sont morts sur les mêmes crêtes. Jamais le mot de Barès, la nation est une longue suite de combats
un cimetière indivis, n'a eu plus de sens qu'à Al-Mu'adjan. La base de l'Est, à Al-Mu'adjan et sur les autres champs de bataille, a démontré quel était le creuset de l'union et de la cohésion nationale. Le 4e bataillon aura, à travers l'exemple du courage, du sacrifice et de l'abnégation dont il a fait preuve, montré le chemin à suivre à tous les moudjahidines. Il aura marqué une page héroïque de la lutte de libération nationale. Les nouvelles générations s'en souviendront-elles? Témoignage de Ait Mahdi dit Simokran, officier de l'ALN en Wilaya 3 de Saint-Mexan à Al-Mu'adjan. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire que je suis un ancien officier déserteur de l'armée française, un ex-détenu de la prison de Fresnes et futur capitaine de la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale est une merveilleuse institution que j'ai quittée sur ma demande en janvier 1968 et à la construction de laquelle j'ai grandement participé avec d'excellents officiers. Bien avant, j'ai fréquenté le lycée de garçons de Maison Carrée, actuellement Al-Harrach. Là, un très bon camarade, un frère du nom de Ahmed Benidir, que Dieu ait son âme, avait constitué en 1949, l'année où nous devions passer le baccalauréat, première partie, la première cellule MTLD, dont j'ai fait partie. Mon ami Ahmed Benidir animait auparavant le mouvement nationaliste au collège Benchneb à Médéa, où il était élève, en compagnie de Arsqi Bouzida, alors maître d'internat dans le même établissement. Nous discutions de l'injustice coloniale, nous lisions les tracts et les journaux du MTLD, Mouvement pour les libertés démocratiques, que nous passions aux camarades de confiance. Benidir allait rendre parfois visite à Msali Hadj. Il m'encourageait beaucoup dans ma préparation militaire supérieure. Lors de la session du baccalauréat, le père de mon ami meurt des suites d'une intervention chirurgicale à l'ex-clinique de Verdun, actuellement hôpital Ait Idir, du nom de l'ex-capitaine Ait Idir, chirurgien de l'armée française, ayant rejoint l'ALN, tombé au champ d'honneur à la Wilaya 3 en 1958. Ahmed Benidir abandonne alors ses études pour prendre en charge le petit commerce que son père lui a laissé à Omal, actuellement Sour el-Ghozlan. Bien plus tard, j'entre à l'école des sous-officiers de Cherchel avec comme bagage mon baccalauréat série moderne et une année en classe de philosophie. Sergent et surveillant à l'école d'enfants de troupe, je préparais le concours d'entrée à Saint-Cyr. Mais voici que la décision fut prise de nous envoyer à Saint-Mexan, mes camarades et moi, où je participe au stage de la première promotion que je termine avec le grade de sous-lieutenant. Le 14 septembre 1957, je suis arrêté à Dinan, France, pour atteinte à la sûreté de l'État et tentative de désertion. Je fus mis aux arrêts de forteresse puis incarcéré à la prison de Fresnes, où mon frère aîné Ahmed venait me rendre visite. À ma libération, je prends la décision de rejoindre les rangs du FLN, ALN et m'organise en conséquence. Le capitaine Zerghini, informé par mes soins de mes intentions, exprime le désir de venir avec moi à son retour de Sétif où il allait régler des problèmes familiaux. J'ai avisé la personne en charge de ce problème et qui donne son accord. Le jour J, nous sommes pris en charge, cachés dans Paris et conduits à Bruxelles. Là, ayant détruit mes papiers d'identité, je suis obligé d'attendre quelques jours avant de me rendre en Allemagne où, à Bad Godesberg, je rencontre le responsable du FLN, Mouloud Qassem. Je rencontre à Tunis d'autres officiers déserteurs, une dizaine, parmi eux Ahmed Aggoun et Moustapha Ben Msabih, tombés au champ d'honneur, avec lesquels nous faisons une déclaration au journal Moudjahid. 2 volontaires sont demandés pour la Wilaya 3. Je donne tout de suite mon accord, suivi de Ben Messabih, lui aussi, ex-officier de l'armée française et originaire de Mascara. Les affectations nous sont notifiées par maître Arsqi Bouzida. Nous sommes ensuite conduits à Ghardimau, où nous recevons notre pactage. Je me défais de mes habits civils au profit de Mohand Ouchaben, qui avait perdu un bras en Wilaya 3. Après cela, nous regagnons le camp d'Elmina, où étaient cantonnés les djounoud de la Wilaya 3 et de la base de l'Est. Le commandement des unités de la 3 était assuré par Hidouche, mort au combat en juin 1959 dans l'orangerie de Annaba, près de Sidi Salem. Après quelques jours passés là, nous embarquons dans des véhicules civils en direction du camp de Zitoun, lui aussi proche de la frontière algérienne. Là, je rencontre le commandant Ben Salem, dit Si Abdelrahman, que Dieu ait son âme, originaire de la région de Soukahras. Il portait une cravate à laquelle il devait tenir. Il était calme et chaleureux.
fumait beaucoup et ne se séparait jamais de sa canne. Ex-sergent-chef de l'armée française, déserteur en 1956, compagnon du sergent-chef Aweshriya. Il est devenu par la suite colonel, commandant à la base de l'Est. En compagnie de plusieurs militaires, ils emporteront l'armement complet d'une compagnie, et ce après destruction du camp. Le commandant Ben Salem a joué un rôle primordial, notamment dans l'acheminement des hommes et des armes au profit des wilayas de l'intérieur. Le lendemain de notre arrivée, nous nous dirigeons vers la ligne Maurice, où le commandant Ben Salem, chargé de notre passage, était déjà parti en élément précurseur. Le franchissement des barbelés se faisait un. Par une nuit très noire, un passage était creusé sous le premier réseau électrifié qu'il fallait emprunter en rampant et en s'aplatissant au maximum dans la flaque d'eau qui inondait les lieux. Si Abdelrahman se tenait debout, muni toujours de sa canne. Tout à coup, un cri déchirait la nuit et une odeur de cheveux brûlés se dégageait. Un Djundi venait d'être électrocuté. Si Abdelrahman Ben Salem, à l'aide de sa canne, tire le corps pour libérer le passage. Un instant après, un second Djundi connut le même sort. Une fois le passage du premier réseau achevé, un char arrivait balayant de ses projecteurs la zone où nous nous trouvions, entre deux réseaux électrifiés. Immobilisés et plaqués au sol, nous échappions aux vues de la patrouille. Vu l'heure tardive, 4 heures du matin, il fallait cisailler le second réseau et foncer à vive allure. Au lever du jour, 7 heures, nous arrivons sur un terrain où il n'y avait ni montagne, ni rochers, ni maquis, sillonné de quelques petits taouegs. Bref, un terrain des plus défavorables. À 4 kilomètres à vol d'oiseau apparaissait un poste militaire. Soudain, se dirige vers nous un avion d'observation Piper. J'ai oublié de mentionner que le commandement de cette compagnie, environ 150 hommes de la Wilaya 3, était confié au sergent-chef Hussein Moustache, appelé ainsi à cause de sa grande moustache. Ancien maquisard de la Wilaya 3, il est venu à la tête d'une unité d'acheminement d'armes. Nous étions chargés de l'assister, Ben Messabi et moi. Était également avec nous le lieutenant Sitahar de la base de l'Est. La seule stratégie qui s'imposait à nous devant une situation aussi critique était la dispersion. Car que faire face aux chars qui se mettaient en mouvement et aux avions qui arrivaient en nombre 26 entre B-26, T-6 et Piper, sans compter les hélicoptères Banane et Sikorsky. Ordre a donc été donné de se disperser par petits paquets. Pour ma part, j'ordonnais à mon groupe de garder son sang-froid, de s'aplatir le long d'une tranchée naturelle de 50 cm de profondeur, d'assurer la garde à tour de rôle et de se reposer, les journées à venir s'annonçant rudes. En fin d'après-midi, nous sommes repérés par un hélicoptère et immédiatement après un avion d'observation Piper suivi d'un T-6 se dirige vers nous. Pour la circonstance, je prends la tête du groupe et nous détalons du plus vite que nous pouvons après que le Piper eut balancé une grenade fumigène destinée à signaler au T-6 notre position. Lorsque l'avion expédie sa mitraille et sa roquette, nous sommes déjà loin. C'était une folle course-poursuite qui a duré le temps de quelques bonds jusqu'au moment où le Taloueg devint assez profond. Nous sommes arrêtés dans notre course par un mur de ronces. Les avions nous perdent de vue, tournent au-dessus de nos têtes. Les T-6 continuent de mitrailler au hasard et s'en va. Un seul Djundi est blessé, quel miracle. Mais voici qu'un hélicoptère Banane dépose des militaires à 400 mètres environ devant nous, lesquels s'interpellent à haute voix. L'un d'eux appelé « mon commandant » avec un très fort accent du Midi. Il remonte vers nous en mitraillant et en balançant des grenades dans le fond du Taoueg. À l'approche des militaires, à savoir environ 100 mètres, je dis au Djounoud qu'il faudrait sortir et faire le coup de feu sur le commandant et ses hommes. L'ancien maquisard qui venait d'être blessé me dit « Simqaran, restons là et ayons confiance en Dieu. » D'accord, je l'ai écouté et nous sommes restés silencieux, attendant la suite. Arrivés à notre hauteur, ils allèrent brûler une mechta située à proximité. Puis retentit un coup de sifflet que j'ai compris être l'ordre de ralliement. Dans 5 minutes, ce sera la nuit. Nous sortons de notre refuge et allons prospecter les lieux non loin où l'aviation est intervenue activement. Nous découvrons quelques Djounouds tombés au champ d'honneur, délestés de leur tenue et patoga. Nous nous dirigeons ensuite vers une mechta devant laquelle se tenait un habitant. Il nous fait rentrer chez lui, nous donne un peu de couscous, du café et une cigarette chacun. Nous lui demandons de nous accompagner, de nous guider de façon à nous éloigner et de nous mettre en contact avec des Djounouds de la région ou de nous conduire vers un relief favorable.
Il répondit que les militaires étaient embusqués un peu partout. Il nous proposait alors de nous abriter à l'intérieur d'une cache à 20 minutes de là, dans un terrain vague. Nous n'avions d'autre choix que de lui faire confiance. Arrivés sur les lieux, nous y pénétrons. La cache arrive à nous contenir en position accroupie. Notre hôte remet le gros bloc de pierre, obstruant l'entrée et s'en va. Au lever du jour, des obus tombaient au-dessus de nos têtes et des voix de militaires se rapprochaient de plus en plus, au point de nous faire douter de la confiance placée en notre logeur. Des instructions sont données quant à la conduite à tenir, au cas où nous serions découverts, mais il n'en fut rien. Les explosions ont cessé, les voix se sont estompées et ont disparu. À la tombée de la nuit, notre sauveur vient nous retrouver avec un grand soulagement et nous accompagna dans une marche qui dura toute une nuit.